J'étais un petit frère de ton père quand j'avais 9 ans déjà. Et lui, 9 fois 9, il avait 18, tu vois. Ouais. Tu vois. Et Mais on qu'est-ce que était vous... vraiment attachés l'un à l'autre, ton père et moi. Et qu'est-ce que vous faisiez? Alors, c'était Eh ben, quoi les on se grands? baladait, on allait au marché. Et il me racontait des tas d'histoires de fantômes. J'étais petit. Ah oui, oui. Tu sais, il a des tas d'histoires comme ça. Ça, je me souviens toujours, tu vois. Des histoires invraisemblables. J'en ris maintenant. Hein, mais à l'époque, j'y croyais, tu comprends. Il t'a raconté ça aussi quand tu étais Bien petit? sûr, il nous faisait il disait tous les soirs, il nous racontait des histoires. Il disait, vous voulez une histoire à dormir debout, une Tu histoire vois, fumante. tu vois. Puis après, mais il y avait tout un enseignement derrière en plus, enfin, qui faisait peut-être pour nous plus tard. Ouais, tu vois. Et à ce moment-là, il était-il déjà? Et oui, il était chef Thiel. Moi, j'étais louveteau. Tu vois, j'étais louveteau. Il était déjà Thiel, déjà chef Thiel, tu vois. Chef éclaireur, on en dit ça à l'époque. Le mot Thiel est venu bien après. Le mot Thiel est venu avec la dépendance. Pourquoi vous étiez-il louveteau? Pourquoi Mais non, ça parce que paraît éventuel? euh, Thiel, c'est la traduction de éclaireur. Oui. Et nous étions les éclaireurs unionistes de Madagascar, les éclaireurs Mhm. protestants, les scouts protestants, tu vois. Et comme tu le sais, on est d'abord de 8 à 12 ans, on est louveteau. Ensuite, on est éclaireur, quoi. Je sais pas comment s'appelle moi, j'ignore la terminologie actuelle, tu vois. Mhm. Et donc, ton père veillait un peu sur nous autres, les louveteaux, tu vois. Et j'étais de ceux-là. Et comme il était plus âgé que moi, j'aime bien euh, écouter ce qu'il me racontait. Tu sais. Il y avait quelqu'un qui était proche de lui à l'époque. Je ne sais pas si tu l'as connu. C'est le chef Ranji, Si, tu vois. si. C'était le chef Ranji et donc et Charles qui était très très proche. Et c'était un peu nos éducateurs, quoi. C'était Mhm. euh, euh, ceux qui nous prenaient en charge. C'était nos grands frères, tu vois. Mhm. Mhm. Mais, mais tout le temps, même moi, j'étais plus d'accord avec ton père lorsque il est devenu CSR. Mhm. Tu vois, il est devenu CSR, il est arrivé, il était quand même à l'origine du Fanzakan Madin, tiens, le Mhm. terme tu sais, il Mhm. n'est pas étranger, donc, à la rédaction du livre de Ratsirek, Ah là, non, non, non. de livre rouge, tu vois. Parce Mais que... après, il y a eu rupture. Mhm. Il y a eu donc véritable lune de miel entre Ratsirek et lui, parce que Ratsirek a trouvé en lui un peu un idéologue, tu Mhm. vois. Et alors, je ne sais pas quels étaient les rapports de ton père avec Amal Daf. Comme moi, j'étais Difficile. difficile, hein, tu vois. Ben, d'abord celui d'un père avec un fils, et puis après, ça a été le fils qui a rejeté le père. Donc ça a Tu vois, été... voilà, voilà, mais Charles, euh, c'était le, le nationaliste fidèle à lui-même, Mhm. tu vois. Mhm. C'était ça. Et marqué d'une d'idéologie euh, marxisante, hein, euh, sous l'influence de ta mère, tu vois. Mhm. Et parce que nous avons milité à cette époque-là, dans les années donc 47, 48, 49, 50, en pleine guerre froide, et nous militions aux côtés du Parti communiste, tu Mhm. vois, aux côtés des jeunesses communistes, Ben, tu as connu mon grand-père? naturellement, Ah ouais? parce que nous sommes de la même paroisse. Oui, Nous oui. sommes de la Oui. paroisse de Faravouille. Mhm. Et oui. Et Mais ton, raconte-moi un petit peu l'histoire. et ton grand-père était donc, il enseignait euh, à l'école d'Ambuzatouvou, Mhm. à Tsim, je crois, il était à Ambuzatouvou, à Tsim. Hein, Oui, oui, il enseignait là, et, c'est, et déjà, on voyait qu'il allait prendre une paroisse, parce que, oui. tu Mhm. sais, ceux qui enseignent, les enseignants les protestants, là, pour la plupart, ils sont des prédicateurs laïcs. Mhm. Et comme il avait une culture solide, tu vois, donc il ne pouvait pas ne pas être appelé par la suite, après une petite formation, parce qu'il est devenu pasteur
un peu sur le tard, tu comprends toi? Mais comment ça se fait que lui, tu me dis qu'il était libre penseur au début. Mais oui, pourquoi il est libre penseur? Parce que la, il appartient à cette première génération d'intellectuels malgaches qui ont compris que la colonisation et toute la politique et coloniale en matière d'enseignement, et entre autres, tu comprends, ne pouvait que constituer un danger et pour la, la culture malgache. Euh, Aller faire du malgache le, un, un citoyen de seconde zone et que petit à petit, eh bien, il sentait que la, la France euh, voulait euh, vider la- euh, chaque malgache de, de sa personnalité même, de ce qui fait qu'il est malgache, Mhm, hein, entre autres par la langue. Hein. mhm, Là, de moins en moins, euh, on enseignait en malgache et on enseignait dans un français très élémentaire, tu mhm, vois. C'est mhm. c'est ça ce qui s'est passé. Et ton, ton grand-père, ton, ton grand-père appartient à la génération des VVS, Mhm. hein. Ceux les intellectuels, donc on peut discuter là-dessus. Est-ce que tu es un mouvement de subversion qui voulait renverser le régime colonial? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'était un mouvement de subversion qui voulait affirmer la, l'identité malgache, hein, la personnalité malgache, la culture malgache, la langue malgache. C'était ça. Et le, par exemple, mon père faisait partie de ces intellectuels. Il était étudiant en médecine lorsque, en 1917, il a été arrêté. Mhm. Il était condamné à 10 ans de travaux forcés, donc peine donc qu'il a purgé en Boudjachim, là où, parce qu'il était Mhm. mineur, oui. Et il a, et, et donc, parmi comment dirais-je, euh, ces malgaches, ces intellectuels de la vie Viechou, on retrouve de grands noms, n'est-ce pas? Il y Mhm. a Ravi John, il y a Rabari, il y a, il y a Rajaf Maïef et d'autres. C'était donc toute l'intelligence malgache qui était, qui se retrouvait au sein de la VVS et donc, qui était décapité le jour où il y a eu le procès condamnant la VVS. Mais, mais pour défendre la VVS, hein, il y a eu, curieux à l'époque, quoi, hein, très curieux à l'époque, il y a eu des missionnaires français. Pas tous. Mais par exemple, le pasteur Mondin, et qui a défendu Ravenodzon, qui a défendu Rambard, il devait être condamné à mort à l'époque où euh, la prison à perpétuité. Euh, et donc, ton grand-père faisait partie dans cette mouvance UVS, hein, Mhm. où on se comportait un intellectuel euh, qui, qui se distingue par sa liberté hein, et de pensée et d'expression. Et en quelque sorte, il voulait peut-être échapper déjà à cette mainmise de, de la religion protestante, hein, à Madagascar. Hein. Il a dû sûrement se révolter à cela en y trouvant, comment dirais-je, en y trouvant un apport de l'étranger, Mhm. hein, et donc euh, portant atteinte à cette personnalité malgache. Et, euh, et également, la religion, c'était parce qu'il y avait à l'époque donc un certain gouverneur Augagneur qui était maire de Mhm. Lyon, Mhm. qui était un libre penseur, franc-maçon et libre penseur.
Et je crois qu'il était, il était aussi influencé par la présence de Gagneur. Et il a eu le courage de dire qu'il était libre-penseur. Et libre-penseur en Madagascar, ça signifie athée, n'est-ce pas? Oui, Et oui. athée, ça signifie l'homme qui n'a ni Sans foi foi ni ni loi. loi, tu vois? Hein. Hein. Mais, donc, il s'était pratiquement mis en marge de cette société protestante, de cette famille, de la famille, de cette famille protestante, aristocratie protestante, bourgeoisie protestante à laquelle il appartenait. Mhm. Il s'est Mais fait tancer par sa sœur, d'ailleurs, beaucoup. je sais pas, je connais pas Si, si, si. ce Terriblement. détail-là, mais il y a un retour, hein. Il y a un retour de l'enfant prodigue. Il y a une véritable conversion. Il est devenu donc un de ces, comment dirais-je, un des meilleurs prédicateurs. Et donc, il a écrit, il a écrit des poèmes, il a écrit des cantiques qui Antique. sont très connus, hein. Et le thème des cantiques de son grand-père, c'est, au Seigneur, longtemps je t'ai fui. Nandawano et Laurekyo. Jo de Théou, Diao, hein, donc, J'ai envie de revenir. et, Oui. je reviens. Chaque fois dans ses prédications, euh, il témoignait donc de cette vie qu'il a vécue loin Mhm. de, et il tenait à montrer comment donc il a retrouvé le chemin, euh, tu vois, Par la raison. par la raison, quoi, vers ce qui est bien, ce qui est le chemin vers Dieu son Père, quoi. Voilà. À baigner peut-être dans une espèce de culture comme ça, de défiance par rapport à la colonisation et une espèce de recherche de la dignité de la culture Tout malgache. le monde, mais on ne pouvait pas ne pas être. Oui. Quand tu réfléchis un tout petit peu, tu te dis, mais c'est pas possible, Mhm. hein, qu'un autre pays, hein, donc, soit venu ici, eh bien, nous a battus militairement et impose sa loi, Mhm. c'est ça. Et que il y avait donc à Madagascar, d'un côté, les Français, les citoyens français, Mhm. hein, avec tous leurs droits, etc., et leurs prérogatives, hein, et toute leur, comment dirais-je, euh, l'esprit de domination, hein, Mhm. ils Mhm. étaient les tout-puissants, et les Malgaches, il y avait les citoyens français et les sujets malgaches, tu Absolument. vois. Et là, il y avait donc il y avait toute une loi, hein, un ensemble de lois, la loi de l'indigénat. Mhm. On Mhm. était, les Malgaches étaient indigènes. Moi, je suis née sujet, hein. D'autres, il n'est pas ni sujet. Si, si, ma mère a envoyé, je me souviens, une lettre. Elle a dit est-ce que Randiane devrait être née sujet, être née Ah, 53. tu es né en 53, c'est vrai. Probablement, Mhm. tu es être sujet, sujet malgache. Et ça scandalisait ma mère. Mais enfin bon, ça c'est, Tu vois, on y oui, verra plus oui, tard. Mais... c'était. Ah oui, parce que nous, parce que quand tu as. Mais c'est incroyable. Tu sais, quand tu. Surtout quand tu étais à la campagne, et tu rencontrais un Vasa, un blanc, il fallait le saluer. Hein. Et nous, comme nous étions quand même au lycée, et comme au lycée, on était avec les fils des colons et tout ça, euh, tu sais, on se sentait leurs égaux, tu comprends? Et, et quand on allait à la campagne, les gens de la famille de la campagne disaient, mais attention, hein, ne vous comportez pas comme au lycée ou à Tananarive. Il faut saluer le, le, Vasa. le Vasa. Et ça, je me souviens toujours, il y a un Vasa que j'ai dû saluer. C'était un administrateur euh, des colonies. Il s'appelait Spassensky. C'est le père de Spassensky qui a écrit un livre sur Madagascar, Ah oui, oui, qui a écrit des pages sur moi, sur
sur mes sentiments anti-français, qui me traite donc de marxiste, de communiste, etc., etc. Non, il est là, mais il a écrit 50 années de politique à Madagascar, je crois. Mhm. Son père, donc je l'ai croisé dans la rue, mon grand-oncle qui est à côté de moi, elle me dit, retire ton chapeau. Parce que sinon tu vas être en prison. Et on te mettait en prison oui, si tu ne saluais pas parce que tu étais l'indigène. C'est C'est ça. incroyable. C'est ça, c'était ça. Donc, naturellement, il y avait quelques privilégiés malgaches qui obtenaient la nationalité française, qui étaient naturalisés français, hein, mais ils étaient simplement français, comme on dit, sur le papier, quoi. D'ailleurs, les malgaches se moquaient toujours d'eux en disant, vous êtes les Vasataratas, tu vois. Mhm. Mais quand même, Vasataratas, quand on faisait la queue, donc à l'époque, c'était pendant la guerre, il y avait une queue pour les citoyens et assimilés, et les Vasataratas, et une autre pour l'ensemble de la population, quoi. C'était ça la vie. Et nous étions combien? Nous étions très peu au lycée Gagny. Hein, moi, je crois qu'en terminale, nous étions 4 ou 5 ou 6 ou 7. Je sais pas. Nous qui sommes arrivés donc à passer tous les obstacles, etc., etc. Et donc, il y a quand même le privilège de pouvoir entrer en sixième. Parce qu'on était deux Mhm. parents, c'était bien français. Mhm. Sinon, c'était la grande discrimination, quoi. Tu vois, c'était un sujet un citoyen de seconde zone, c'est tout. Voilà. Ouais. Non, non, moi, j'avais donc, quand la, quand la guerre a éclaté, donc, je suis né en 26, 36, donc je devais avoir 13 ans, 14 ans. Mhm. Ouais. Mais quand, quand la rébellion a éclaté en 1947, hein, j'étais déjà parmi les jeunes nationalistes malgaches qui demandaient l'indépendance, tu vois. Mhm. Mhm. Il a, il, euh, et je me souviens toujours, quand, quand nous sommes arrivés au lycée, d'un côté, il y avait nous autres, les malgaches, quoi. Euh, et de l'autre, tous les fils de colons et hein. Mais il y avait quelques-uns qui comprenaient quand même, hein, parmi Mhm. les fils, pas les fils de colons, pas les fils de colons, mais les fils de fonctionnaires. C'était au lendemain de la guerre, quoi. On leur dit, mais vous avez connu l'occupation, vous avez fait accepter ça. Et Mhm. nous, nous n'acceptons pas la, euh, l'occupation française, Mhm. donc c'est depuis 50 ans que ça dure. Hein. Et quand nous sommes rentrés dans la salle de classe, il y a un professeur qui a dit, écoutez, sortez les couteaux et mettez-les sur la table. Tu vois? Alors on dit, on n'a pas de couteau. Bon, oui. Il y a eu, je me souviens toujours, en cours d'histoire, un professeur d'histoire d'origine réunionnaise qui était plus français que les Français, Ah, comme- qui disait, hein, que vous sachiez, hein, il se tourne vers nous, que cette terre sera française, elle le sera toujours. Alors on souriait, c'est tout. C'était tu sais, cette période coloniale, là, ça n'a pas été facile, hein, non. le moins qu'on puisse dire. Hein. Est-ce que tu te souviens de la grande majorité à Madagascar? Oui, oui, à Madagascar, ils étaient vichistes. Et les troupes françaises qui se sont opposées aux troupes britanniques qui étaient venues pour libérer Madagascar, euh, c'est des troupes françaises qui rentraient qui rentraient d'Indochine, Mhm. Mhm. qui ont dû faire halte à Madagascar, non? Et là, donc il y a eu également des jeunes, quoi, des Français et des Malgaches. Hein. Il y avait entre autres, dans les troupes françaises, hein, il y avait le capitaine Ramanatsu.
Mhm. qui a Mhm. combattu contre les Anglais et qui Absolument. s'est rendu, n'est-ce pas? Ensuite, après ça, il est parti. On l'a revu qu'après, lorsque Madagascar Mhm. est devenu indépendant. Mhm. Mais là, les, les Français étaient, la plupart des Français étaient vichistes. Mhm. Et nous, on nous inculquait, donc, puis c'était drôle, hein, on nous inculquait des idées vichistes. On voulait qu'on soit antisémite. Ça, Ah je me bon? souviens toujours. Et oui, et oui, et oui. Nous avons eu des conférences là-dessus au lycée, de, des conférenciers qui venaient de France, qui nous disaient que le malheur de la France, là, hein, c'était venait des Juifs. Et j'avais mon professeur d'anglais qui s'appelait Mossé et un autre qui s'appelait Puge, qui tout d'un coup ont disparu. On ne les a plus vus. On n'a pas compris, donc, parce qu'ils étaient, donc, ils étaient juifs. Non, ils n'ont pas enseigné. Ah bon? Et non, non, non. Ils n'ont pas non plus enseigné à l'époque. Ils étaient révoqués, les fonctionnaires, donc, des professeurs qui étaient francs-maçons. Mhm. Tu vois? Et nous, là, on nous faisait. On prêtait serment pratiquement, on jurait tous les matins notre fidélité au maréchal Pétain. Toujours France, toujours France, toujours France. Mhm. Tu vois? Et tu es en porte-à-faux, de toute façon. On était obligé de suivre le courant, Mhm. hein. Mhm. Donc, si on n'aime pas les. On se dit, mais tiens, si on n'aime pas les juifs qui apparemment sont des blancs, alors que nous, c'est quoi? Tu vois? Tu sais, on se posait beaucoup de Bah, questions bien comme ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Il y a une chose, oui, donc moi je savais pas que c'était à ce point-là. Il y a une chose que, c'est ce que je voulais te dire, il y a une chose que je m'étais laissé dire, c'était que quand papa a eu son bac, il est passé interprète, je crois, dans Quand ton l'administration. père a eu le bac, grâce au bac, grâce à son diplôme, donc c'était bah, il était, il pouvait être un fonctionnaire de haut niveau. Mhm. Et ce qu'on appelle les fonctionnaires de haut niveau, ça s'appelait les écrivains-interprètes. Voilà, Hein? Alors, au lieu de commencer écrivain-interprète de troisième classe, deuxième classe, il a dû être bombardé c'est ça, aussitôt écrivain-interprète principal. voilà, c'est Voilà. ça. Et Donc, c'était les hauts fonctionnaires. Au fond, c'est c'est eux, ces écrivains-interprètes, qui faisaient tout le travail exactement. administratif. Hein? Et là, c'était d'excellents fonctionnaires, parce qu'il y avait une très bonne école d'administration. Hein, l'école Émile ça s'appelle l'école Émile de Villers. L'école Émile de Villers formait et des fonctionnaires, hein, hein, et également il préparait, là, c'était une école préparatoire à la médecine, Mhm. tu vois. Mhm. Donc, la- une bonne partie de ce qu'on appelle l'élite, hein, sortait de l'école de Villers. Et à l'époque, comment dirais-je, c'était très honorifique d'être fonctionnaire. Et un écrivain-interprète, hein, principal était considéré comme un fonctionnaire parce que Mais c'était au fond le bras droit de, de l'administrateur colonial. oui, 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 oui. Mais paradoxalement, C'est eux qui faisaient le travail, n'est-ce pas? Et là, à Madagascar, c'est ça, au fond. L'administration malgache a très bien tourné parce qu'il y avait ces fonctionnaires. Ce ne sont pas des fonctionnaires, finalement, ce sont des cadres moyens supérieurs, tu peux dire, Mhm. hein, Mhm. qui faisaient tout le travail. Et dans tous les services, il n'y avait pas de ministère. Ça s'appelait le service des finances, le service de santé, etc., etc., tu vois. Et les chefs du service, c'était donc des
des Français, c'était des administrateurs. Et les administrateurs avaient sous leur ordre des Malgaches. Et d'ailleurs, les fonctionnaires malgaches avaient une telle réputation qu'on les envoyait aux îles dans les îles des Comores ou à Djibouti, oui, oui, ou même en Afrique. Parce que c'était de bons fonctionnaires, c'était de bons douaniers, euh, c'était comme percep- euh, percepteurs d'impôts et tout ça. Ils étaient très bons, n'est-ce pas? Et à l'époque, il y avait pas la corruption qu'il y a maintenant. Parce que Mhm. ça, c'est vrai, les administrateurs coloniaux étaient honnêtes parce que la plupart, ils croyaient en la grandeur de la France. Donc, C'est vrai ça. c'est ça. Mhm. Hein. Mhm. Il n'y avait pas cette. Pendant longtemps, d'ailleurs, les fonctionnaires malgaches ont été passés pour des gens honnêtes. C'est plus tard, lorsque une dégradation de Mhm. la vie économique, bon, et le phénomène de la corruption a apparu, tu vois. Voilà. Mhm. Et comment ça s'est fait, ça Non, et aujourd'hui? là, ils étaient. Donc, ils n'étaient pas nombreux, hein, c'est en 45. Tous ceux qui avaient terminé leur, leurs études secondaires, qui étaient bacheliers, Mhm. hein, euh, ont, ont- ont reçu une offre de la part de Comté, hein, Ah non. c'est-à-dire une bourse pour venir en France. Et donc, c'est toute cette génération, et donc, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai plus tous les noms en tête, mais parmi ceux-là, il y a donc, Rabesindra, t'en as peut-être, non? il est Rabbi Sandat Polycarpe. Peut-être, est-ce qu'il était de ceux-là? Non, je crois qu'il était plus âgé, Polycarpe. Non, 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 peut-être que Polycarpe disait là. Donc, il y a ceux qui ont fait qui ont continué donc leurs études, c'est vrai, que leurs études de droit, leurs études de médecine, ils avaient commencé à Madagascar, ou de pharmacie, qu'ils avaient commencé à Madagascar, hein, et peut-être même les études de sciences, tu vois, parce que ton père a commencé donc euh, dans les mathématiques. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il se soit pris euh, cette reconversion pour faire de l'histoire, de l'histoire et de la géographie. Mhm. Tu vois? Et donc, ils n'étaient pas nombreux, tu sais, à l'époque, en 45. Hein, ils n'étaient pas nombreux. Là, ils étaient donc soit à Paris, soit à Montpellier. Montpellier. Mhm. Voilà, tu vois? Et là, nous, moi, quand je suis arrivé en 47, donc j'ai commencé à Montpellier, ensuite je suis allé à Ah, Strasbourg, d'accord. tu vois. Oui. Euh, ce qui était, c'était il faut- il y avait l'AOM, l'Association Mhm, des mhm, ethnologies malgaches, donc dont le fondateur est Rakutra Tsimamanga, mhm, et qui était ici la- l'espace où se rencontrer, où se retrouver pour militer la, les étudiants malgaches nationalistes, quoi, qui mhm, voulaient donc qui voulaient l'indépendance du pays. mhm. Hein. Et là, je crois que très rare, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas voulu adhérer à l'AOM et qui voulaient rester soi-disant français. Mais la plupart, c'était une véritable force politique à l'époque et, et était en relation avec le groupe de Gisèle Rapé-Sahal à Mhm. Madagascar. Oui, c'est comme il n'était pas possible à Madagascar à l'époque de créer un parti politique, il y avait le comité de solidarité Mhm. dont s'occupait Gisèle. Et on était en relation constante, hein, avec.
ce groupe qui se retrouvait avec Gisèle, parce qu'ils étaient très peu, parce que la plupart étaient en prison, Mhm. hein, à cette époque-là. Hein. Et là, euh, il y avait donc des relations étroites entre nous autres, le dirigeant de l'AOM, et ceux qui, à Madagascar, essayaient encore de sauver ce qui nous sauvait, parce que c'était lorsque le MDRM a été condamné, accusé d'être à l'origine de la rébellion, et qu'il a eu cette répression terrible, plus personne n'osait parler d'indépendance. Plus personne. Ouais. On disait non, c'est fini, quoi. Hein. Alors, chacun, donc, on disait, mais c'était vraiment le désespoir. On disait, oui, ils sont les plus forts. Hein. Mhm. C'est à ce moment-là qu'ils ont placé leurs hommes, les gens du Padesme, et les Tsiranes, et tous les gens du Padesme. Mhm. Pourquoi? Et toi, tu étais donc très engagé à ce moment-là à Madagascar. Naturellement, je suis engagé en 46. En Mhm. 46 déjà, en 46, 45, 46, on était engagé. Moi, j'étais des jeunes nationalistes, donc, qui étaient pour l'indépendance intégrale de Madagascar, un Mhm. point tel que lorsque nous avions proposé le MDRM en France, les députés du MDRM en France, Racet Ravouang et Rabewanjar avaient dit, ah, on veut comment dirais-je, un État euh, Dans l'Union. libre dans l'Union française, on était contre, nous. On était contre. Mais, ouais, tout ça, au fond, finalement, il était même plus question d'un État libre au sein de l'Union française, Mhm. à l'époque. Donc, c'est là que la OM avait comme partenaire les jeunesses communistes, quoi, Mhm. les étudiants communistes. Hein. Et c'est là que on pouvait pas. Il y avait quelques gens de la SFIO, très très peu, mais, mais les socialistes étaient déjà engagés. Ils étaient engagés dans la guerre d'Indochine. Mhm. Ils étaient quand même euh, pour la répression au Madagascar, quoi, voilà, pour Mhm. finir avec Mhm. le mouvement national. Et le- au sein de la web, donc euh, il y avait il y avait des responsables. euh, qui s'y appelle ce responsable? On ne le voit plus. C'est Rajaf Talambedi Dilbert, Mhm. oui, est encore vivant, là, qui est un Il y avait grand Raman magistrat. Gachouavne qui était aussi. Magashwavana était c'était un opportuniste, un tiède, Mhm. Magashwavana. Mhm. On l'a vu après, oui. Oui, non, c'était pas, les gens, c'est pas, non, ils n'ont pas la trempe de Charles et comment il s'appelle déjà? Ratson, non? Oui, quand je parle de Ranguet, oui. Non, 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 Norbert. non, non, celui qui était, parmi ceux qui étaient bien à l'époque, c'est le chirurgien, là, Randenanz. Ah oui. Il vient de Nantes, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Hein, il y avait ceux euh, Kiedas. qui étaient un peu modérés, c'était Ramarsoni Nil. Il y a Mhm. qui fonçaient, hein, n'est-ce pas? Mhm. Alors ceux qui fonçaient, c'était ceux qui étaient les plus proches finalement du Parti communiste. Et naturellement, on disait, quoi, nationalistes malgaches, ce sont des communistes, ce sont des instruments des communistes, Mhm. et, Bien sûr. or, il y a que de ce côté-là qu'on pouvait, qu'il y avait des oreilles attentives Mhm. et, et des gens qui comprennent, des militants, hein, qui comprenaient la situation grave de Madagascar, n'est-ce pas, toute cette affaire de Madagascar, Mhm. et qui voulaient, qui nous aidaient un peu à,
à retrouver espoir, quoi. Mhm, C'est que mhm. ça. Et donc tu penses que, alors donc tu dis que papa était dans cette mouvance quand même beaucoup plus radicale que, Oui, oui, il oui, était dans oui, cette oui, 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 mouvance-là. oui, Vous oui. vous êtes retrouvés donc ensemble dans cette On est mouvance. dans cette mouvance, oui. Ouais, ouais. Non, comme on avait déjà nos sympathiques, hein, Mhm, et là, non, parce que avec ton père, au fond, on se retrouve. Qu'est-ce qu'il y a au fond? On se retrouvait au niveau de Tilly. On se retrouvait au niveau des jeunesses chrétiennes de Faravouj. mhm, Voilà, mhm. n'est-ce pas? Donc ça a Et oui, découlé. et oui, et malgré euh, la différence d'âge entre ton père et moi, on s'entendait bien. On s'entendait Mhm, bien. mhm, Et je me souviens toujours aussi, oui, oui, quand, euh, quand elle a, quand elle a présenté Madeleine, et que c'était. Et que j'ai dit, bon, j'ai posé la question alors, parce que sa première femme mhm, était donc restée à Madagascar, quoi. Ouais, mhm, ouais. mhm. Ouais. Et donc tu as connu maman donc. À ce Oui. moment-là, c'était à quel moment à peu près? Tu t'en souviens Ça, pas? ça a dû être dans les années, ça a dû être dans les années 50, ça, tu vois. Parce qu'ils se sont trouvés en 47, hein, en fait. Fin 47. 47, 48 par là, tu vois. Mhm, Et mhm. on était, à ce moment-là, on était déjà ensemble, 48, 49, 50, tu vois. On était ensemble jusqu'à leur retour. Ils sont rentrés à quelle année à Madagascar? Ben, lui, d'abord, il est rentré en 51 et elle est venue en 52 seulement. Parce qu'il a fallu qu'il parle à sa famille, faire accepter maman, ce qui n'était pas facile après 47. Non, 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 non. Avec justement la sœur de mon grand-père qui était très radicale là-dessus, qui voulait absolument pas d'une vasa dans Non, la mais pas famille. c'est ça, parce que pourquoi au fond? Parce que là, euh, euh, c'est pourquoi au fond là, il y a, on a tenu à ce qu'il y ait une église protestante malgache en France. C'est pour maintenir les jeunes les étudiants malgaches dans la bonne voie, hein. Donc ne pas dérailler. Et un mariage mixte, ça fait partie des déraillements, tu comprends? C'est ça l'affaire. Et c'est difficile, tu comprends, parce que là, euh, 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 à Madagascar, il était impensable qu'il y ait des Français qui épousent la cause malgache, tu vois, qui est des Français, donc, ou des Françaises, qui, qui ne vont pas se comporter avec une espèce Supériorité. de sentiment de supériorité. Hein. Parce que c'est ça, tu comprends? Mhm. Le Vasa est au-dessus. Hein. Et alors, la question, mais est-ce qu'elle va accepter d'être nos coutumes, nos façons Mhm. d'être, etc., etc., n'est-ce pas? Parce que c'est ça, au fond, ce que les parents malgaches restés en France et craignaient une fois que leurs enfants étaient à Madagascar, c'est qu'avec le contact avec de la société française, quoi, avec les Mhm. valeurs françaises, eh bien, ça détruit totalement ça détruit la personnalité malgache. Mais il y avait pourtant le etc. Mais Mais bon, Dusac, c'était très, oui. oui, mais Dusac était un Réunionnais. Oui, c'est vrai. Dusac était un Réunionnais. Mhm. Et je me demande si Dusac, à l'époque, même s'il était un communiste progressiste, je me demande s'il a épousé une malgache. Oui, Je ne pense pas. je sais pas. Je crois que. Hein, Je ne sais pas. c'était Mais difficile. Raleigh-Mung avait été avec une Française aussi. Peut-être Ici, pas, oui, ici, oui. ici, oui. Mais, pas, Mais mais pas quand par il la est par rentré à là-bas. Madagascar, il est rentré à Limoux, il est rentré tout seul. Mhm. Le, dans tous ces années 51, 56, 57, 55, 54, par là, le mariage mixte C'était était difficile. difficile. Oui, 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 oui. Euh, euh, c'était difficile. Mhm. Il y a eu très.
Alors que les Malgaches, ils étaient deux ou trois à avoir épousé des Françaises avant la guerre, bien, ça s'est très bien passé. C'est Mhm. très bien passé. Oui, c'est Oui, vrai, oui, oui, paradoxalement. oui, oui. Il y en a deux ou trois. Mhm. Et donc, tu as bien connu maman et vous étiez très Et copains tous oui, les deux. très Mhm. très copains. Je te dis, idéologiquement, idéologiquement, parce que, ouais, parce qu'on lisait tous à l'époque, bon, il y a Le Monde qu'on lisait, on lisait l'Humanité, tu vois. Et à l'époque, le Parti communiste c'était le parti. On disait, tout le monde, on disait, tiens, ah, c'est le parti qui fait ça, c'est le Parti communiste, parce qu'il représentait à l'époque 26-27% des voix, n'est-ce pas, Mhm. Mhm. là, c'était vraiment le parti considéré comme le parti du progrès, et aveuglément, euh, on condamnait tout ce qui n'était pas euh, Dans la ligne. dans la ligne du parti. Mhm. Par exemple, moi je me souviens très bien que lorsque le phénomène, le Yougoslavie, le phénomène Tito a Mhm. vu le jour, j'étais des premiers à dire qu'est-ce que ce type-là, il est vendu aux impérialistes, etc., Mhm. etc., Mhm. tu comprends? Mhm. Et moi j'ai compris. J'étais invité souvent à Moscou, nous étions invités à Moscou, Mhm. Mhm. dans à Tachkent et tout ça. Et c'est là-bas que j'ai commencé à comprendre les choses. Hein. Quand j'étais arrivé pour la première fois à Moscou, je croyais que c'était la grande fraternité, hein, que tout le monde était sur le même pied. Mais alors, quand je suis rentré dans un hôtel très bien, et qu'un Russe est venu il faisait très froid, enlever mon manteau, je dis, tiens, il y a des gens qui enlèvent le manteau, je croyais pas, tu vois. Et que là, et quand j'ai vu que dans l'avion qui me menait à Tachkent, alors que d'un côté, il y avait des Russes blancs et des autres, mais oui, j'ai senti ça dans l'avion. Hein, et qu'il y a une cours d'une conférence. On était des Indiens, des gens, des gens qui étaient des progressistes, mais donc, comment dire, on était comme, on jouissait d'une certaine liberté de jugement. Mhm. On avait, dans une commission, euh, rédigé une motion qu'on trouvait très très bien, qu'il fallait président de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, c'est une autre motion qui disait qui était la nôtre. Mais non, c'est pas la nôtre. Hein? Mais si, si, mais il faut l'accepter. Tout le monde, à l'unanimité, a accepté ça. Ouais, C'est ouais. là que je me suis. C'est à ce moment-là qu'on se pose des questions, tu vois. Mhm. Mhm. Et c'est ça finalement qui a fait que je. Tout ça qui m'a fait que je n'ai jamais franchi le pas. Mhm. Et que je suis resté, j'étais membre du Parti progressiste de Pierre Cotte et tout ça, ça Oui. n'existe plus. Bosch socialiste maintenant, mais là, je suis choisi de gauche, mais tu vois, L'accession de Cyrano au pouvoir. l'accession au tyranne au pouvoir, eh bien, Tyrann n'a jamais voulu Même. de l'indépendance. Il disait que Madagascar euh, de- de- euh, devait être le meilleur statut pour Madagascar, c'est d'être un département français. Pardon. Alors, non, 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 d'être un département français. Mhm. Et c'est contraint et forcé par le général de Gaulle, hein, qui, en se rendant à Tananarive, au cours d'un discours à Mahamasna, a dit aux Malgaches que vous allez recouvrer votre indépendance en pointant son doigt sur le Rouve. Mhm. Et Tirana aurait murmuré, mais quoi? Il est fou ce type-là. C'est comme ça que c'est passé. Mhm. Mhm. Et parce que la France, à ce moment-là, était en pleine guerre d'Algérie Mhm. et voulait se présenter comme un pays libéral. Et à ce moment-là, donc, pour ne plus être condamné
aux Nations Unies à cause de son maintien en Algérie, de sa politique algérienne. Il a accordé, c'était euh, le grand voyage du général de Gaulle en 59, dans toute en Afrique et à Madagascar, disant je vous donne l'indépendance au sein de la communauté, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Et Madagascar a été pris donc euh, dans cette mouvance, dans la foulée, et Tirana a dû accepter l'idée d'indépendance, n'est-ce pas? Une grande autonomie. Et ce que la France avait de mieux à faire, c'est de mettre Tirana à la tête de la République malgache. C'était donc une indépendance octroyée et non pas une indépendance qui serait le résultat de revendications ou de la lutte du peuple malgache, n'est-ce pas? Et qui a été le premier ambassadeur de France à Madagascar? C'était l'ancien haut-commissaire, M. Soukado, qui est devenu donc ambassadeur et qui est resté à euh, à la résidence des hauts-commissaires et des gouverneurs généraux. Et Tsiranana, qui devait occuper cette résidence, comme c'était le cas dans tous les pays d'Afrique, qui ont acquis leur indépendance à cette époque, eh bien, les nouveaux chefs d'État ont occupé les résidences des Gouverneur, deux commissaires. le commissaire. Et qu'à Madagascar, Tirana a voulu être gentil avec avec le colonisateur. Et lui, il a demandé euh, des fonds pour pouvoir construire lui-même un palais, un nouveau palais, et que l'ambassadeur continue à habiter dans sa résidence de haut-commissaire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'époque néocoloniale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé au fond pendant toute cette époque néocoloniale qui a duré jusqu'en 73? C'est que la France euh, gouvernait Madagascar Absolument. par personne interposée. C'est tout. Mhm. Voilà. Et donc, mon père et toi, sans doute aussi, je ne sais pas, vous vous trouviez dans l'opposition à ce On était moment-là. dans l'opposition. Mhm. Donc, nous avons mené ensemble le combat pour le non en Mhm. 1959. Mhm. Et moi, j'étais rentré à Madagascar à cette époque-là. Et comme ce qui se passe actuellement, les églises, toutes les églises étaient en faveur du non, Mhm. n'est-ce pas? Eh bien là, c'était le bulletin du non, je crois que c'était un bulletin mauve. Et là, donc sur les autels des églises, eh bien, on voyait des fleurs de couleur mauve pour bien montrer qu'on était opposé à cette nouvelle constitution. Et finalement, il n'y a que la Guinée qui a dit non Mhm. et qu'on a sorti de la communauté française, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je crois, L'Union, ouais. c'est la Oui, communauté. communauté, oui. Et, et à Madagascar, les, les fraudes, les irrégularités, les pressions ont été telles que le oui l'a emporté, je crois, à 60%. Voilà. Et là, et, et Tsiran a été conforté dans, comment dirais-je, dans ses fonctions de président de la République, Mhm. à partir de 1960. Voilà. Mais lui, Tsiran a toujours été Mhm. contre l'indépendance. Tsiran a fait partie donc de ce parti des déshérités de Madagascar, le PADESM, qui a été créé de toutes pièces par les Français en 1946 pour contrecarrer le mouvement nationaliste, n'est-ce pas? Mhm. Et, et moi, je dis, moi, je me méfie de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, même parmi nos hommes politiques actuels, quoi, hein, Essaye de... ont failli, ouais, ont eu affaire à, comment dirais-je, au PADESM, ont été de près ou de loin
peut-être par les parents interposés, proches du padisme. C'est une mentalité, une mentalité Tu du veux parler de padisme. Ratsiak alors à ce moment-là? Et Ratsiraka, et d'autres, je ne veux pas en citer d'autres, Ratsiraka entre autres, parce que le père de Ratsiraka était un éminent dirigeant du padisme. Mhm. Et le père de Ratsiraka a une réputation donc d'homme de la France d'abord, hein, d'homme de la France. Et il a soumis, comment dirais-je, à aux volontés françaises. C'était un pion Mhm. des Français pour imposer la colonisation. Voilà, il se trouve que son fils, hein, eh bien, euh, s'est déclaré nationaliste, ultranationaliste. Bon, ça, il y a à redire là-dessus. Mais dans la famille Drassier, il y avait une tradition anti-indépendance Mhm. et une tradition pour l'assimilation Mhm. des Malgaches